Stephen King ne fait pas de plan pour écrire ses romans. Oui, tu m'as bien entendu, le maître de l'horreur, le romancier qui détient le record du nombre d'adaptations par Hollywood, et on sait bien qu'Hollywood ne plaisante pas avec la structure en 3 actes, ne fait pas de plan pour écrire des classiques comme Carrie, Shining, Under the Dome, Mr. Mercedes, j'en passe. Alors, comment il fait Stephen King? Eh ben, il le raconte dans son excellent livre, vraiment, si tu l'as pas lu, cours l'acheter et le lire, que tu sois d'ailleurs dans l'écriture de fiction ou pas. Ça s'appelle Écriture, mémoire d'un métier, et c'est sûrement, selon moi, le meilleur bouquin de Stephen King. J'aime bien Stephen King sans être un fan absolu, mais en tout cas, ce bouquin, je trouve, change complètement tes perspectives et très juste sur le geste créatif et également très touchant sur le parcours que raconte Stephen King. King part donc d'une situation. Il raconte notamment dans Carrie que ce qui lui a donné envie d'écrire comme ça, c'est en étant technicien de surface, comme on dirait aujourd'hui. En gros, il passait le balai dans un high school américain et il a vu la poubelle à Tampax dans les vestiaires des filles. Et de là, il s'est imaginé toute la situation où Carrie a ses menstrues dans la scène de la douche, là où elle se fait moquer par les autres filles. Et de là, il a mélangé ça avec des histoires de nanas qui étaient un peu des bolosses, des parias quand il était au lycée. Il a créé ce personnage et ça a donné ce classique. Ce classique d'ailleurs qui lui a permis de vivre de sa plume, vu que jusqu'à ce que les droits de Carrie soient achetés par le cinéma, il galérait et il était obligé de cumuler des petits boulots. Donc King, lui, il part d'une situation et la métaphore qu'il fait pour écrire ses romans, c'est l'idée de déterrer un fossile. Voilà, c'est l'idée de se dire, le roman, l'histoire existe, elle est enfouie dans un matériau plus ou moins dur, de la terre, du sable, et son job à lui, c'est comme un paléontologue, comme le professeur Grant et ses collègues dans Jurassic Park, d'arriver avec ses marteaux, ses piolets, ses pinceaux, et d'excaver comme ça le corps de la bête, le fossile, en essayant de pas le casser, mais en tapant quand même assez fort pour arriver à le sortir. Donc il y a un juste effort à faire, faut pas trop forcer, mais faut quand même y aller suffisamment, pas abîmer le fossile et le révéler au monde. Voilà, il y a vraiment l'idée que l'histoire existe déjà et qu'il ne fait que la révéler. Je vais peut-être dire une bêtise, je sais plus qui. Est-ce Michel-Ange qui disait qu'il voyait la sculpture dans le bloc de marbre et qui ne faisait qu'enlever ce qui n'appartenait pas à la sculpture pour la révéler. Il y a Keith Richards, le guitariste rythmique du groupe les Rolling Stones aussi, qui parle de ça, qui dit que lui, en fait, il capte des ondes. Il a une antenne, il prend sa guitare, il devient une antenne, et les riffs, les mélodies passent dans l'air, il les intercepte et il les retranscrit, il les enregistre et ainsi il les révèle. Voilà, c'est une école de pensée sur la création artistique qui dit finalement que le créatif, le créateur est un vecteur et non, on va dire, le géniteur comme ça, l'origine absolue de son œuvre. Une métaphore qu'on pourrait d'ailleurs filer jusqu'à la conception d'un enfant. Finalement, la conception d'un enfant, un homme et une femme s'y mettent, de même que Stephen King se met à sa table d'écriture, et finalement toute l'information de l'enfant est déjà contenue dans le spermatozoïde et l'ovule, rencontre de ces deux cellules, elles accrochent et ensuite elles se divisent, elles prolifèrent et ça donne un être qui va être une synthèse comme ça d'informations avec un aspect imprévisible pour nous. Alors il y a apparemment des recherches dans certains coins du monde pour rendre ce process maîtrisé, plus prévisible, c'est encore de la science-fiction, l'idée de se dire justement on va pouvoir jouer sur les paramètres comme ça de son enfant, ça s'appelle de l'eugénisme, et note que c'est encore inacceptable dans nos cultures helléno-chrétiennes pour des raisons bioéthiques, voilà. Et puis, est-ce qu'on sait d'ailleurs, la nature a une sagesse pour assembler ces cellules et donner un être. Est-ce que l'humain, avec son intellect, arrivera à faire aussi bien ou mieux? Et puis, est-ce qu'il y arrivera seul ou est-ce qu'il aura besoin de l'IA? Bref, tout ça, c'est des postulats de SF. Il y a déjà eu des films sur le sujet. Mais en tout cas, quand on pense à concevoir un enfant à l'ancienne, en mode analogique, en mode manuel, le mode non assisté,
C'est comme ça que ça se passe. Voilà, j'avais envie de faire ce podcast pour parler comme ça de création artistique. Je trouve que cette approche, cette vision finalement de l'artiste comme vecteur, comme paléontologue qui va déterrer le fossile du dino est extrêmement relaxante, hein. Ça enlève un peu de la pression sur tes épaules et ça donne aussi à la création une forme de dignité du travail qu'on va avoir dans d'autres jobs, hein. Tu te lèves le matin, tu bois ton café et tu t'apprêtes à aller faire les fouilles. Voilà. Et si tu vas pas faire les fouilles tous les jours, et ben le squelette sera pas déterré et pourra pas ensuite être, je sais pas moi, exposé au Royal Museum ou à la Galerie de l'Évolution à Paris et pouvoir régaler tous les visiteurs qui viendront le contempler. C'est un peu pareil, hein, avec ton œuvre. Si tu fais pas les heures, si tu viens pas tous les jours avec ton matériel pour creuser, t'appelles ta pioche, ton seau, tes pinceaux, l'œuvre n'adviendra pas, ne sera pas visible au monde, elle restera à l'état de potentiel latent. Voilà, podcast sur la création artistique et le déterrage de Dino, hein, pour parler vulgairement. J'espère que tu t'es régalé, moi ça m'a super plu de le faire. Je te dis à bientôt pour de prochains podcasts. Oublie pas bien sûr de liker, t'abonner, me dire en commentaire comment toi tu vois la création. Et d'ici à ce qu'on se retrouve, prends soin de toi.